Bonjour, donc Édouard Bourbon. Moi j'ai monté une structure, donc agent spécialisé dans les médias sociaux il y a près de 4 ans maintenant. Ouh, c'était au début alors. Tout début, voilà, donc vraiment. Facebook, c'était encore. Assez, il y avait quoi? Il y avait 5 millions de personnes dessus? Il y avait, oui, 5 millions, je pense. Même un petit peu moins, puisque j'ai monté cette structure en 2007. Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir 3-4 millions de membres sur Facebook. Je quittais en fait le marketing de MySpace, donc j'étais assez inspiré. J'avais eu l'occasion déjà de baigner dans les stratégies médias sociaux, ce que finalement les réseaux sociaux changent dans le rapport entre les consommateurs et les marques. Voilà, pendant un an et demi, j'étais indépendant, freelance, community manager, comme maintenant on les appelle, notamment dans le secteur du divertissement. Ouais, je crois qu'il y a pas mal de community management pour des films, le petit Nicolas, beaucoup pour l'édition community management, effectivement, ouais, pour les sorties de films, pour l'édition vidéo, pour l'édition également. Et puis depuis 2 ans et demi, on a passé la seconde, on travaille maintenant pour tout type de secteur, ça va de la beauté, du luxe, en passant par des marques alimentaires en ce moment. Et qu'est-ce qui a changé alors, dis-moi, entre le Facebook d'il y a, on va dire, 1 an et le Facebook de maintenant? Parce que tu fais beaucoup de Facebook, après on parlera peut-être des outils. Qu'est-ce que tu utilises le plus maintenant que tu faisais moins avant? Très simplement, bon, avec 22 millions de membres en France, 60% qui se connectent tous les jours, je pense que les annonceurs et les agences ont tout simplement compris que ça devenait incontournable. Et ça se ressent dans les budgets, ça se ressent peut-être aussi dans la non-réserve, on va dire, qu'on pouvait encore ressentir il y a 1 an et demi, aller sur Facebook, parce qu'on avait encore certains discours où les marques disaient je prends plus de risques à y aller qu'à pas y aller. Quand on voit la réussite de certaines marques, le trafic que ça génère maintenant désormais sur des sites e-commerce, sur des sites d'information, ça devient quand même une source de trafic plus importante que Google. Alors justement, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment monétiser ces fameux fans qu'on a acquis chèrement à 5 €, 6 €, 7 €, 10 €? Non, c'est un petit peu cher là quand même. Non, très sincèrement, par expérience, on est quand même plutôt sur un coût de fan à 1 €, voire un petit peu moins, selon les mécaniques, les concours quand même pour beaucoup qu'on met en place. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on cherche finalement à obtenir avec ces fans? Déjà, moi j'aime beaucoup cette métaphore, mais finalement quand tu es sur un marché, tu vas toujours plus au comptoir où il y a la queue, où il y a du monde. Ah bah oui. Et donc finalement Facebook, il y a quand même de plus en plus de répercussions aussi dans la vraie vie, et finalement on transpose sa vie virtuelle, sa vie physique sur Facebook. On se donne rendez-vous, et finalement de la même façon qu'on interagit avec ses amis, on peut interagir avec les marques. Après le discours bien sûr n'est pas un discours purement marchand, c'est des bons plans, c'est un territoire éditorial qu'il faut cultiver, etc. Bon, déjà il y a cette notion-là. Après, ces fans, ça te sert à communiquer. Je veux dire, quand tu as 10 000 fans en moyenne, tu vas avoir sur une publication 20-30 000 affichages, 20-30 000 impressions. Donc déjà, ça devient finalement une publicité, un canal de communication gratuit. Gratuit entre guillemets, parce que ça se demande quand même au départ un peu d'investissement. Après, tu peux bien sûr collecter des bases de données. Tu peux très bien mettre en place un concours, avoir de manière pérenne un petit champ permettant de saisir une newsletter, un opt-in, etc. Saisir des données. Tu peux surtout attendre de ces fans qu'il y ait de manière régulière, parce qu'il y a une prise de parole répétée, un trafic généré vers ton site e-commerce, vers ton site corpo. Des promos spéciales, pourquoi pas spéciales pour les fans Facebook. Voilà, bien sûr, tu as plein de leviers bien sûr qui sont envisageables. Bon, les concours c'est le plus basique, avec l'obligation de devenir fan bien sûr pour y participer. Et puis tu peux mettre en place aussi des mécaniques, notamment on bosse en ce moment pour une marque de cosmétiques. C'est vrai que de demander aux fans d'aller sur le site pour qu'on leur propose une solution de produit personnalisée, ça les oblige à aller sur le site, et puis en retour ils doivent tout simplement saisir cette solution personnalisée sur Facebook. Donc on génère un trafic qualifié, et parce que la personne est exposée bien sûr au produit finalement qu'on lui recommande, elle a encore plus envie d'acheter. Voilà, donc effectivement il y a plein de mécaniques qui en tout cas sont c'est un mélange de trafic, de notoriété, de réputation numérique, d'empathie aussi quand même beaucoup. C'est du capital sympathie. C'est du capital sympathie aussi que tu cultives. Et puis c'est aussi quand même anticiper toute la place et le poids que Facebook va prendre encore plus dans les mois à venir, à savoir le social search. Google va prendre de plus en plus en compte les résultats des médias sociaux.
Voilà, et tout simplement, le constat il est simple, hein, c'est qu'il y a quelques années on tapait 1 mot et demi pour avoir un contenu, un résultat de recherche intéressant. Maintenant on tape 2 à 3 mots, voire un peu plus. Et finalement on a de plus en plus de mal à trouver le contenu qui est vraiment pertinent. Donc c'est lié, et j'aime beaucoup ce terme des sociologues, à l'infobésité. Voilà, il y a trop de contenu. Donc maintenant on est un petit peu noyé, tout le monde connaît les ressorts, on va dire, basiques du référencement naturel. Avec ça, les triptyques, trafic, popularité et puis technique. Donc tout ça maintenant, c'est vrai que la plupart des annonceurs comme les agences web connaissent, et on a de plus en plus de mal à trouver le contenu intéressant. Donc le contenu intéressant finalement, de plus en plus on se dit que le meilleur filtre ça devient le réseau. Parce que j'ai des amis qui ont... Voilà, c'est l'humain. Parce que j'ai des amis qui ont un pouvoir d'achat, qui ont des valeurs, qui ont des intérêts qui sont les mêmes que les miens, à quelque chose près, finalement c'est eux, par leurs interactions sur une page Facebook, par rapport à ce qu'ils disent dans leur statut, par rapport au fait qu'ils aiment un produit ou pas, qui finalement vont m'aiguiller vers le meilleur produit, le meilleur service, ou l'information en tout cas la plus pertinente. C'est la force de la recommandation. La recommandation sociale, l'accès même à l'information. Finalement on est en train de reconstruire tout le parcours d'accès à l'information, où on était une génération Google, effectivement, au début des années 2002-2003. On passe dans une génération réseaux sociaux et bien sûr génération Facebook pour une grande part, parce que ça devient beaucoup plus naturel et évident que l'accès à l'information, que ce soit une information vérifiée, relative à la Libye en ce moment, ou même, par rapport à des marques. Un exemple simple, c'est un de mes amis, Marc Lionel, qui à un moment m'a mis sur son Facebook, je cherche un plombier, est-ce que quelqu'un connaît un bon plombier? Parce que comme ça on est sûr qu'un ami donnera une bonne adresse et essaiera pas de te vendre quelque chose. Alors sur internet, comme tu dis, on peut facilement entre guillemets optimiser, manipuler un fait de référencement naturel. Complètement, donc non, on revient effectivement vers plus d'humains, peut-être, j'ai pas le chiffre en tête, mais qu'on a peut-être dans chacun de nos réseaux 70-80% des gens qu'on connaît réellement. Les autres, on les a croisés une fois, on les a acceptés en amis. Enfin, vous savez, il y a beaucoup plus aussi de contacts pro sur Facebook. Voilà, c'est plus aussi simple qu'avant. Pour autant, ce que nous disent finalement ces amis, on y accorde beaucoup plus de valeur que ce que peut dire quelqu'un qu'on ne connaît pas dans un forum, parce que ça reste très anonyme finalement. Donc Facebook, c'est déjà le cas. Je crois que c'est 80-85% en fait de confiance. Et bien évidemment, cette confiance, elle va être convertie dans les mois à venir en préférence de marque et tout simplement en achat. Voilà, on commence à voir point dans les premières boutiques sur Facebook. Le F-commerce. Le F-commerce. Donc on a un article très prochainement là, qu'on a co-rédigé avec Bousquet. On a co-rédigé avec Bousquet, qui est un acteur assez incontournable quand même, en termes de boutique, vitrine, Facebook. Ça va être pour quelle marque que vous avez réalisé une boutique? Alors, il y a plusieurs niveaux en fait de boutique. Il y a des vitrines, tout simplement. On peut aimer les produits, consulter les fiches produits et puis aller sur un site internet, pointer vers acheter. Quand on clique sur acheter, on achète après directement sur le site e-commerce classique. Pour autant, il y a un premier contact avec le produit, une expérience et puis un partage quand même des préférences avec ses amis qui s'opèrent sur Facebook. Donc là, on en a la vitrine. Après, il y a un niveau où finalement il va y avoir le panier d'achat qui va être directement intégré à Facebook. On constitue son panier d'achat quand on arrive en fait au paiement. On est basculé automatiquement vers le site e-commerce et on finalise l'achat sur le site e-commerce. Et puis il commence à y avoir des boutiques où les solutions de paiement sont complètement intégrées. Et là, ça devient très intéressant parce que finalement, il y a la monnaie Facebook, les Facebook Credits, il y a peut-être aussi une éducation qui est en train de se construire à acheter sur Facebook. Pour l'instant, c'est plutôt à l'étranger, en France. Moi, j'y crois beaucoup quand on va commencer à faire des micro-paiements. De la même façon, finalement, PayPal s'est développé. Je crois très sincèrement que Facebook va quand même les concurrencer un peu sur leur terrain. Et finalement, quand on aura fait un premier achat sur Facebook, qu'on l'ait choisi ou non, que les informations de paiement soient présaisies, enregistrées. Il y a toute une question de sécurité, bien sûr. Mais je crois que la confiance maintenant dans les achats en ligne, elle est là, quoi. Il y a tellement de sécurité avec les banques, on peut saisir un code de confirmation derrière. Enfin, il y a plein de façons quand même maintenant qui poussent à la confiance. Moi je crois beaucoup quand même vraiment à cette déportalisation des achats de manière générale. Il y a Facebook, avec le temps qu'on y passe finalement, parce que le temps qu'on passe sur Facebook on le passe pas ailleurs. Parce que le 2.0 c'est une déportalisation des contenus et que c'est assez évident. Je veux dire, tu ne cherches plus nécessairement un contenu sur un contenant, sur un support, tu cherches un contenu avant tout. Donc finalement, va y avoir une déportalisation des achats. Donc elle s'opère après sur Facebook, elle s'opère dans les blogs, elle s'opère ailleurs. Moi je suis vraiment convaincu qu'on va prendre le pli
c'est encore assez visionnaire peut-être, hein, mais c'est une évidence pour moi. Je crois qu'aux États-Unis, ils passent 55 minutes par jour sur Facebook, ce qui est assez même en France, hein, tout dépend après de la méthodologie, mais bon, après, quand tu dis connexion active, ça veut dire quoi? Est-ce que la personne elle est devant son écran? Est-ce qu'elle est loguée à Facebook parce qu'elle est en chat? Voilà. Oui, effectivement, 1 heure par jour, je pense que c'est assez cohérent, en tout cas avec l'usage de Facebook, même en France. Hein. Je crois que la session par mois, ça doit être 4-5 heures, plus que ça. Ça dépend après des tranches démographiques, évidemment. Mais voilà, je crois qu'il y a une vraie évolution, en tout cas, aussi en termes d'achat. Il faut arrêter de considérer Facebook simplement comme finalement un canal de notoriété. C'est du trafic, c'est potentiellement aussi demain de la vente. Voilà. Justement, on arrive au rôle du community manager. J'aimerais te poser 2 questions. Alors, le premier, comment animer une communauté, les fondamentaux, les logiques, quel contenu on met, quel contenu on ne met pas, qu'est-ce qui marche le mieux et quel marche le moins. Et d'abord, aussi, quelque chose qui se passe mal, une mauvaise expérience. Alors, pas forcément de tes clients, parce que forcément, ils vont toujours bien se passer, mais d'une marque en particulier, des choses qu'il ne faut pas faire et qui peuvent coûter en fait un bad buzz ou une mauvaise image de marque. Alors, dans les bonnes pratiques, l'animation de communauté, c'est pour moi 3 à 4 qualités quand même. C'est déjà des capacités rédactionnelles et puis une intelligence relationnelle aussi. Relationnelle. Après, je passerai peut-être plus sur le côté marketing, compréhension de ce que sont les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, etc. Des capacités techniques quand même aussi, parce que on touche quand même aussi à la réputation numérique, donc comprendre ce que fait un lien dans un forum, ce qu'il fait dans un blog, la façon dont Google indexe les résultats sur Facebook, etc. Tout ça, c'est quand même assez important. Et puis parce qu'un community manager au-delà de Facebook, qui peut peut-être gérer un blog, connaître un minimum quand même de l'HTML, ça sert. Voilà. Après, dans l'animation d'une communauté, je pense très sincèrement que la première règle, c'est de se dire que c'est pas du buzz. Ok, on peut faire des petits coups pour faire grossir sa communauté, mais il faut une stratégie beaucoup plus pérenne, beaucoup plus globale, et tout de suite quand même raisonner par étapes, écouter un peu les conversations, voir un peu ce que les marques font, voir quelle est notre part de voix dans les forums, dans les blogs, etc. Et puis fixer des objectifs, parce qu'à un moment donné aussi considérer ce qu'il y a avant et voir ce qu'il y a après, ça permet de faire un petit bilan, c'est un truc con, de voir un peu la façon dont ça évolue en termes de part de voix, de mention de la marque en fait dans les conversations online. Très sincèrement, en termes de solutions, les tests, il n'y en a pas une que je privilégie pour l'instant sur les autres. Très sincèrement, en termes de veille, nous avons encore beaucoup dans les flux RSS, avec beaucoup d'outils qui permettent bien sûr de filtrer, qui permettent de générer des flux RSS, du web scrapping notamment, qui tout simplement permet de faire forcer des flux RSS sur des sites qu'on ne propose pas nécessairement. Donc on a encore beaucoup dans l'artisanal, où les solutions, on les voit arriver au compte-gouttes, on les teste, mais très sincèrement actuellement, pour l'instant, moi il n'y en a pas une que je trouve vraiment idéale. Très sincèrement. Donc on a encore beaucoup dans l'artisanal. Maintenant, cette veille, ces outils qui permettent quand même de connaître des statistiques complémentaires sur ce qui se passe au sein des communautés, c'est bien sûr super important. Et déjà, Facebook Insight, quand on y va régulièrement, qu'on voit un petit peu ce qui se passe en termes de publication, en termes d'évolution de la communauté, des personnes qui n'aiment plus la page. Je veux dire, considérer que quelqu'un n'aime plus la page, ça veut dire effectivement qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Souvent, on le constate après une période de concours. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont des concouristes, qui arrivent sur la page exclusivement pour ça. À la limite, qu'ils partent, ces gens-là, c'est pas grave. Mais bon, c'est quand même important de le considérer. Les désabonnements également, c'est différent. C'est les personnes qui vont se retirer en fait des fils d'actualité, donc qui vont plus être exposées en fait aux publications que vous faites. Ça aussi, c'est vraiment bien sûr à observer de près. C'est différent des jeunes n'aiment plus. C'est vraiment un indicateur différent. Il y a peut-être trop d'informations, pas de la pertinence. Tout ce suivi-là, bien sûr, il est super important pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour optimiser. La composition socio-démographique également, elle est super importante parce que finalement, d'avoir en tête finalement que notre communauté elle est principalement femmes 35+, et que finalement il y a principalement, il y a 52%
50% d'hommes, 50% de femmes, et qu'il y a beaucoup finalement de 20-30 ans qui réagissent, ça veut dire quelque chose. Ouais. Donc ça aussi, il faut le considérer. Donc, voilà, il y a beaucoup quand même d'analyses. Tu regardes aussi les articles ou les liens qui fonctionnent le mieux. Est-ce que c'est des vidéos, est-ce que c'est des photos, les sujets qui portent un peu. J'ai une publication déjà simplement texte, sans image, sans vidéo, c'est moins impactant dans un fil d'actualité. C'est un truc con, mais c'est moins visible. C'est moins visible. Passer ça, moi je parlerai surtout d'éditorial parce que finalement la grande réflexion elle est là, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se disent ok, je vais créer une page et puis je vais lancer des liens vers mon site e-commerce, parler de mes produits, de mes actus, éventuellement quand j'ai quelques événements, voilà, je le relais. Si j'ai un peu de moyens, je fais une vidéo, 2-3 photos et puis c'est parti quoi. Bon, c'est pas aussi simple que ça parce que malheureusement déjà vous allez très rapidement à court quand même pour pouvoir animer. Or, une page qui n'est pas animée dans la durée, ça sert à rien. Des contenus exclusivement commerciaux, ça va pas fonctionner parce que s'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de j'aime, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez dans la page d'accueil de Facebook, dans le fil d'actualité à la une forme de ranking finalement de votre page. Ouais, qui va être EdgeRank, ranking, appelle ça comme tu veux. C'est conditionné par ton nombre de fans déjà. Ton fan, il n'est pas fan que de ta page. Déjà, les publications de tes amis, de ses amis, ont plus de poids que tes publications à toi. Donc par rapport aux autres pages, déjà, si tu as moins de fans, tu vas être moins considéré. Et ce qui va surtout jouer derrière aussi, c'est une interaction, parce que plus tu as d'interaction, plus ça veut dire que cette publication a de la valeur, elle est intéressante pour les membres du réseau, et donc plus Facebook va avoir tendance à le faire remonter dans le fil d'actualité. Plus cette publication remonte, reste longtemps dans le fil d'actualité, plus il y a de commentaires, plus il y a d'impressions, parce que nécessairement il y a plus de fans qui vont être exposés. Donc tout ça, ça tend quand même à vraiment réfléchir à ce qu'on propose aux fans, parce que un bon équilibre entre contenu intéressé et désintéressé, c'est une évidence. Voilà, je peux bien sûr de temps en temps mettre un lien pour inviter mes fans à acheter quelque chose. C'est mieux s'il y a bien sûr une offre qui leur est dédiée, un code promotionnel, un discount, etc. Et puis surtout derrière, c'est quel territoire éditorial je définis pour aller au-delà finalement de ma communication très marchande. Ok, je peux avoir des événements, mais voilà, concrètement, qu'est-ce que mes concurrents font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, quelles sont les attentes de mes fans et plus généralement des internautes sur une thématique donnée. Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est qu'une marque devient un média à part entière et que quand vous avez 10, 20 000, 50 000 fans sur une page Facebook, potentiellement, vous avez chaque publication 100, 200 000 impressions que vous pouvez très bien générer tous les mois régulièrement gratuitement à partir du moment où la communauté est développée, des dizaines de milliers de visiteurs uniques. Et bien évidemment, sur une thématique précise, vous devenez un média à part entière. Et vraiment, à partir du moment où vous avez compris ça, d'investir en contenu, d'investir en animation de communauté, etc., ça vaut le coup, parce que ce contenu, il va permettre à votre communauté d'être active, pérenne. Ça va donner envie, bien sûr, à ces personnes d'aller plus loin, de vous découvrir peut-être plus par rapport aux produits. Alors, les produits, de témoigner peut-être. Par rapport à cette prise de parole, nécessairement, vous allez multiplier vos chances que ces personnes achètent à un moment donné, parce que vous rappelez à leurs bons souvenirs, ils vont plus avoir envie de vous acheter, vous, que quelqu'un d'autre. Et puis, en termes de référencement naturel, bien sûr que ça va aussi faire la différence, parce que, comme je le disais, en termes de social share, de résultats qui vont remonter sur Google dans les prochains mois, mais c'est déjà le cas, vous allez vraiment faire la différence. Dans une bonne pratique ou mauvaise pratique. Écoute, je vais peut-être te le faire en deux temps. Je vais peut-être parler déjà des mauvais buzz en fait de ces derniers temps. C'est vrai que finalement, il y a une facilité en ce moment à taper sur le dos d'une marque, d'un community manager qui va faire quelque chose de peut-être, qui va faire une publication qui n'est pas la plus intelligente du monde. Malheureusement, il est suivi par des milliers de fans. Dedans, il y a des blogueurs marketing, il y a des professionnels. Et même si parfois la petite bêtise est vraiment pas très importante, souvent ça prend des proportions quand même assez délirantes. Je prends pour exemple Petit Bateau notamment avec les t-shirts qui étaient assez sexistes on va dire sur la place des petits garçons, des petites filles. En soi c'est quand même pas la fin du monde. Effectivement on peut les taxer d'un petit peu de sexisme, mais ça aurait pas dû prendre des proportions que ça a pu prendre avec des blogueurs derrière qui ont relayé le truc. Je pense qu'il y a une caisse de résonance effectivement qui est assez impressionnante maintenant avec les blogs, avec les gens ce mélange de grand public et de professionnels. Bon, il y a ce cas-là, très récemment il y a eu Oasis également, Orangina pardon,
Orangina avec Orangina Rouge en fait qui arrive sur la page d'Orangina et qui s'en prend au roux en parlant d'Harry Potter. Voilà, c'est vrai que c'est indélicat. Je pense que là-dessus, ça renvoie quand même aussi à l'intelligence relationnelle, rédactionnelle, l'intelligence tout court d'ailleurs, qu'un community manager se doit d'avoir. Il y a effectivement des petites choses qu'il faut éviter de faire pour pas se faire taper les doigts. Voilà. Il y a de plus en plus de mauvais buzz comme ça. Après, il y a des grands buzz, des grands mauvais buzz, des petits mauvais buzz. C'est assez amusant. Maintenant, c'est quand même des choses effectivement qu'un community manager doit analyser. Je vais parler après d'un gros mauvais buzz moi, que j'ai été amené en partie à gérer, qui est le cas Guerlain. Voilà, je travaillais pour Guerlain à l'époque en fait, des propos de Monsieur Guerlain taxés de racisme et tout à fait critiquables sur le plateau de France 2. Pour Mémo, il parlait de son travail sur un parfum. Autant la notion même de nègre, on peut l'accepter parce que la négritude, on connaît. Il y a un côté très littéraire. Par contre, de dire effectivement que les nègres n'ont jamais travaillé, ou en tout cas qu'il n'est pas sûr que les nègres aient vraiment travaillé, effectivement, c'était une chute un petit peu trop. Bon, moi, quand j'ai eu la responsable web et la DIRCOM au téléphone, quelques minutes après le passage de M. Guerlain, très rapidement, je leur ai dit, il y a deux alternatives. Soit on tape sur le dos des journalistes, qui auraient dû le reprendre, et ça aurait permis de dégonfler un peu la situation. Soit on fait tout de suite une vidéo avec Monsieur Guerlain qui s'excuse, les yeux dans les yeux, et parce que c'est ce côté humain-là, c'est cette proximité qui va permettre quand même au mauvais buzz de ne pas prendre des proportions énormes. Donc ils m'ont tout de suite dit oui, c'est des bonnes idées, mais je pense qu'on va avoir du mal à faire ça. On revient vers toi, on va certainement publier un communiqué de presse en fin de journée. Ouais, mais c'est pas suffisant. Ok, ça a pris déjà 5 heures avant qu'on publie un communiqué de presse validé par une agence de gestion de crise très traditionnelle de RP auquel ils ont fait appel entre-temps. Et surtout, ça a dû certainement être validé par le directeur général et puis par la VMH aussi. Donc voilà, ça a pris beaucoup de temps et c'est vrai que la première règle quand même, c'est d'être réactif sur des trucs comme ça, quitte à faire peut-être un truc à minima au départ et à revenir vers la communauté avec une réponse plus aboutie quelques heures plus tard. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a publié un communiqué de presse dans la soirée qui était assez traditionnel finalement et qui moi me faisait un petit peu peur. Ça a accéléré le mauvais buzz. Le lendemain, on a fait une nouvelle publication avec notamment un désengagement, une désolidarisation en partie de Guerlain vis-à-vis Jean-Paul Guerlain. Or, sur une marque de luxe qui porte son nom, c'est un petit peu difficile. Dire que M. Guerlain ne travaille plus du tout pour la maison, c'est un petit peu délicat, parce que c'est un peu indélicat. Et moi, c'est vrai que le lendemain, je restais sur mon point de vue, qui était de leur proposer une vidéo les yeux dans les yeux. Et je pense que ça aurait vraiment permis de réagir de manière beaucoup plus humaine. Mais voilà, je pense qu'on sait très bien que l'écrit et les paroles permettent de faire passer plus de choses sur une simple papier ou c'est un peu laconique, c'est des mots qui sont... Bien sûr. Et entre le spontané où on peut tous dire des bêtises finalement et que ce soit de l'écrit ou une vidéo, entretien, où on pèse un petit peu plus ces mots parce qu'on peut produire, on peut couper, etc. Il ne s'agit pas après de déformer les propos, mais c'est vrai que voilà, les mots, je pense, ont été effectivement malheureux, ont complètement dépassé sa pensée, et vraiment la meilleure approche aurait été de répondre très rapidement par la vidéo, comme l'a fait d'ailleurs le directeur général de Quick au moment en fait des intoxications alimentaires. Le directeur général de Quick en France s'est exprimé, a fait une vidéo pour la presse, une vidéo pour Facebook spécifiquement, et je pense que c'est vraiment la bonne approche à avoir. Voilà, pour parler après toujours de Guerlain, sur Twitter on n'a pas pu réagir parce que malheureusement il n'y avait pas de compte Twitter Guerlain à l'époque. J'aurais proposé une certaine approche pour communiquer en tout cas et prendre contact avec certaines blogueuses pour qu'elles relaient en tout cas notre point de vue et ce qu'on pouvait dire sur Facebook notamment qui servait un peu de hub à cette gestion de crise, mais je pense que c'était quand même pas son but, son utilité principale. Donc voilà, je crois que sur Facebook, sur Twitter, au travers de ce qu'on aurait pu faire sur les blogs, il aurait fallu être beaucoup plus réactif que ça et en tout cas être beaucoup plus dans la transparence, l'authenticité que on a pu l'être avec un communiqué de presse très traditionnel qui est presque à proscrire en fait dans cette nouvelle ère des médias sociaux. Voilà. L'appel à boycott, je l'ai vu arriver très rapidement, je leur en ai parlé.
Il ne s'agit pas derrière de prendre contact avec les administrateurs pour leur dire d'arrêter tout parce que c'est pas bien et que c'est pas gentil, hein, mais au moins de leur envoyer une vidéo de Jean-Paul Garlin s'excusant platement les yeux dans les yeux, ça aurait été beaucoup plus efficace. Voilà. Bon, moi je te remercie Edouard. Donc si on veut voir plus d'informations sur les médias sociaux, Twitter, Facebook, etc., on va sur quel site internet? Il y a plusieurs blogs maintenant qui sont intéressants quand même sur les médias sociaux. Il y a médiasociaux.com, il y a My Community Manager. Et puis il y a notre blog aussi, accessoirement, atomedia.com, voilà, blog.atomedia.com. Alors Atomedia, ça s'écrit ATHOMEDIA. Voilà, je compte sur toi pour mettre un petit lien peut-être bien dans entendu. l'article, avec beaucoup de tutoriels et beaucoup de réflexions finalement sur nos métiers, voilà, nos métiers qui ont beaucoup évolué, et c'est vrai que le community manager pour moi c'est bien, l'animation de communauté, la modération, à l'interne comme à l'externe, finalement c'est très important. Maintenant c'est aussi du marketing plus généralement sur les réseaux sociaux. Est-ce que la stratégie doit être gérée par le community manager ou par le responsable web? Si un responsable web, la question elle est aussi là. L'achat d'espace, le développement d'applications sur Facebook, tout ça c'est vrai que c'est quelque chose que ne gère pas nécessairement le community manager type. Au-delà de ça, le marketing d'influence pour moi est un petit peu à dissocier, même si un bon community manager fait des relations blogueurs. Donc marketing d'influence, blog, Twitter et puis web en général, parce qu'un influenceur maintenant peut aussi être sur Facebook avec quelques milliers d'amis sur une thématique précise, voilà, ou une page tout simplement. Et puis finalement, la veille, les réputations, il y a beaucoup de demandes en ce moment dans ce domaine-là. Moi, je pense très sincèrement que la première règle à avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas faire de la réputation numérique sans avoir de stratégie globale sur les médias sociaux. Donc médias sociaux, hein, c'est pas que Facebook, c'est un réseau social stricto sensu. Médias sociaux, c'est les plateformes vidéo, c'est les forums, c'est les blogs, c'est tous les outils qui permettent finalement de partager un contenu maintenant sur Internet. Veille et réputation, c'est pas à dissocier du reste. Et puis finalement, la montée en compétences, la formation, c'est aussi super important. Ouais, faut toujours se mettre et au courant, là-dessus, on a beaucoup de demandes. De formation personnalisée. Formation community management, etc. Et parce qu'effectivement, il y a certains annonceurs qui ont intérêt d'avoir un community manager en interne. Alors, community manager, social, stratégiste, ou éventuellement aussi, moi j'aime bien le terme finalement de social brand manager. Parce que les brand managers, ça existe quand même depuis quelques années chez certains annonceurs, le contrôle du discours de la marque. Et finalement, quand on rajoute du social, que ce soit en virtuel ou en réel, parce que finalement, on peut donner rendez-vous à une communauté en réel. Social brand manager, j'aime bien le terme. Je trouve que c'est assez... social media ou brand évangéliste comme les appellent les Américains, parce qu'on ne manage pas une communauté. Voilà, on ne manage pas une communauté, je conclurai peut-être là-dessus. On évangélise. On évangélise. Voilà. Ok, alors, je te remercie Edouard. Et je te Merci à toi. Plein de succès et beaucoup de fans à nouveau sur Facebook et beaucoup de visites sur le blog d'Atomedia. Merci. Allez, à plus.